Jean Chrétien est né en 1934. Il est le 18e des 19 enfants de Marie Boisvert et Willie Chrétien et l'un des 9 qui a survécu. Machiniste dans un moulin à papier, Willie Chrétien occupe d'autres emplois pour payer les études de ses enfants. Il a une passion, la politique. Fédéraliste ardent et convaincu, Willie Chrétien est organisateur libéral. Les revenus de la famille sont modestes. Vous savez, la ville de Shawinigan a plusieurs paliers à cause des montagnes. On se trouvait, nous autres, dans le trou en bas. Les gens avaient tendance de nous regarder de haut, alors on leur montrait que même si on vivait en bas, on était capable de répondre. Jean est le mouton noir de la famille. Complexé par sa petite taille, la surdité d'une oreille et une paralysie faciale qui lui déforme la bouche, c'est un enfant bagarreur, un fonceur. Élève turbulent, jamais à court de mauvais coups, il est étroitement encadré par ses parents qui veillent à ce qu'il poursuive et réussisse ses études. Mes parents étaient convaincus que l'éducation était le chemin pour nous emmener dans des prairies un peu plus vertes. Très tôt, Jean Chrétien baigne dans la politique. Il grandit dans une famille de rouges. À 14 ans, il distribue des tracts et peut parcourir 50 km pour assister à une assemblée politique. Comme tous les libéraux du temps, les chrétiens ne font pas le poids contre le tout-puissant Maurice Duplessis. D'ailleurs, quand j'avais rencontré Duplessis pour la première fois, on était justement à cette classe de finissants de Trois-Rivières et puis on a allé voir Duplessis à son bureau à Québec. Quand je suis entré dans son bureau, on se présentait, là. J'ai dit Jean Chrétien. Il dit Chrétien? J'ai dit oui. Shawinigan? J'ai dit oui. Ton père, c'est Willie Chrétien? J'ai dit oui. Ton grand-père, c'était François Chrétien, maire de Saint-Étienne-des-Grès? J'ai dit oui. Il dit c'était un maudit rouge. C'est la 5e fois que l'électorat de la province de Québec me confie l'administration de la province. À 17 ans, Jean Chrétien rencontre Aline Chénet qui en a 15. Ce sera sa première blonde et l'amour de sa vie. Jean devient soudain plus responsable. Il décide de réussir ses études, de réussir sa vie. Toujours étudiant, il travaille à temps partiel pour gagner de quoi faire vivre le futur ménage. Jean et Aline se marient en 1957. Aline jouera un rôle important dans toutes les étapes de la carrière de son mari. Ils ont 2 enfants, France et Hubert, et en adopteront un 3e, Michel. Aline et Jean forment un couple solide. Ils sont complices, de véritables compagnons de route. En 1958, Jean Chrétien est admis au barreau. Mais au-delà du droit, c'est la politique qui l'attire. Première incursion à Ottawa en 1958, au congrès de direction des libéraux. Le jeune Jean Chrétien décide d'appuyer Paul Martin Père, conquis par l'homme et touché par le peu d'appui qu'il récolte. C'est bien sûr Lester B. Pearson qui l'emporte. En 1963, John Diefenbaker, minoritaire, déclenche de nouvelles élections. Cette fois, Jean Chrétien réalise son rêve. Élu pour la première fois, il jubile. Sa victoire sur le député créditiste sortant, il la doit à un style bagarreur et populiste. Que voulez-vous? C'est vrai. L'autre jour, je suis allé à la messe chez les Anglicans dans mon comté, puis leur messe est plus catholique que la nôtre. Alors, que voulez-vous? Un style qui sera le sien tout au long de sa carrière. Direct, imagé, Jean Chrétien est un passionné et un impulsif. Il frôle parfois la démagogie et se met souvent les pieds dans les plats. En laissant libre cours à une improvisation fertile, il déride les foules, ce qui lui attire le mépris des intellectuels. Quand j'étais petit gars, mon père m'envoyait faire une commission chez M. Mercier, et puis qu'il y avait la caisse populaire dans la maison, puis qu'il y avait un gros chien dans la porte. Ça, c'était, comme on dit par chez nous, un maudit problème pour moi. J'avais peur des chiens, que voulez-vous? Mais dans ces années 50 et 60, ce sont les politiciens forts en gueule qui ont la cote. Nous vivons dans un régime où les gros grossissent en plus petit nombre et où les petits rapetissent en plus grand nombre. Vous savez, la Mauricie a produit par, je crois, les politiciens les plus colorés. Maurice Duplessis, Réal Cahouette et Camille Sanson. Là, il dit un singe qui a commencé à me faire une grimace. J'en ai fait une, moi tout. Le singe a fait une petite tépette. J'en ai fait une, moi tout.
Le singe s'est tortillé la queue à mon un barreau qu'il y avait en haut. Ça, j'ai pas été capable de faire pareil. Le jeune député de Saint-Maurice-la-Flèche prend la route d'Ottawa. Il a 29 ans, ne parle à peu près pas anglais. I will speak to the NDP youth organization in that city. Mais il a des munitions, une immense volonté d'apprendre, la capacité de se moquer de lui-même, de grossir ses défauts, ce qui charme et désarçonne ses adversaires et lui attire la sympathie des anglophones du reste du Canada, avec qui il crée des liens qui lui serviront plus tard. Because my name is Jean Chrétien. You know, Chrétien is Christian in English. Because I'm the most Christian member. Son premier discours aux communes est un appel à l'harmonisation des relations entre francophones et anglophones. Et j'ai toujours le même message où je dis qu'il faut que les Canadiens de langue anglaise considèrent que le fait français au Canada est un actif pour le pays et que s'ils veulent partager cet actif-là, ils doivent apprendre le français et que les Canadiens de langue française n'admettront pas que le Canada vive et s'il faut encore passer par la quatrième secrétaire du quatrième secrétaire quand on veut parler en français avec un sous-ministre. Si un Canadien anglais dans le futur veut être un sous-ministre au Canada, il devra apprendre le français. Pareil comme s'il veut être un ingénieur, il n'ira pas à l'école de droit. Son premier projet de loi propose de changer le nom de la société Trans-Canada Airlines pour Air Canada. Réélu une deuxième fois en 1965, il devient secrétaire parlementaire du premier ministre Pearson, un titre purement honorifique qui lui laisse tout le temps de dorloter son comté. Il y passe beaucoup de temps entre la tabagie et les assemblées paroissiales, au volant de sa grosse voiture américaine, toujours heureux de rencontrer son monde, Bonjour, madame. Bonjour. de remettre des petits cadeaux et surtout de faire rire. On reviendra pour les noces de diamant. Merci et bon. Un attachement à son comté qui ne se démentira jamais tout au long de sa carrière, malgré les nombreuses accusations de favoritisme. En 1964, le premier ministre du Québec, Jean Lesage, et son ministre René Lévesque tentent de convaincre Jean Chrétien d'abandonner Ottawa et de venir siéger à Québec. La tentation est forte. À la fin, Jean Chrétien, et ce sont ses mots, choisira le Canada. Il choisit Ottawa, même si l'arrivée spectaculaire des trois Colombes, Trudeau, Pelletier et Marchand, trois intellectuels issus de l'élite, éclipse les autres députés québécois et menace de retarder son entrée au cabinet. Face à Chrétien, les trois Colombes gardent leur distance. Au début, Pierre Trudeau ne cache d'ailleurs pas que les manières populistes de Jean Chrétien lui déplaisent. Mais à la longue, il appréciera sa loyauté, sa fiabilité et sa ténacité. C'est à Jean Chrétien que Pierre Trudeau confiera des missions de plus en plus importantes. C'est en 1967 que Jean Chrétien devient ministre pour la première fois, ce qu'on appelle à l'époque ministre sans portefeuille, avec responsabilité aux finances. À 33 ans, il est le plus jeune ministre nommé au cabinet fédéral depuis le début du siècle. Il faut créer au Québec une atmosphère qui va permettre aux gens d'investir au Québec. Parce que nous avons besoin de capitaux pour résoudre nos problèmes, pour créer de nouveaux emplois et particulièrement régler le problème du sous-développement qui existe au Canada, au Québec. À la fin de la même année, Lester B. Pearson démissionne et Pierre Trudeau sollicite la direction du parti. Jean Chrétien a un dilemme. Qui appuyer? Mitchell Sharp, son mentor et père spirituel, est aussi candidat. Le ministre a pris le jeune Jean Chrétien sous son aile et l'a initié à tous les rouages. Jean Chrétien lui reste fidèle jusqu'au désistement de Mitchell Sharp en faveur de Pierre Trudeau. Mitchell Sharp le lui rendra bien en veillant sur sa carrière jusqu'à la fin. My two predecessors or my 10 predecessors in my job were unilingual. And you can be sure that if I had not been able in 2 years to learn English, I never had been parliamentary secretary to the Minister of Finance. Dans le premier gouvernement Trudeau, Jean Chrétien devient ministre du Revenu pour quelques mois seulement. Rapidement, il est promu ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien. Pourtant, en campagne électorale, Jean Chrétien avait admis sans embâche qu'il n'avait pas la moindre idée de la politique libérale à l'égard des Indiens. Au moins, lui avait dit Trudeau, personne ne pourra dire que tu as des idées préconçues.
Et bien des choses jouent en ta faveur. Tu parles mal l'anglais, tu fais partie d'un groupe minoritaire et tu as connu la pauvreté dans ta jeunesse. Ce sera le ministère préféré de Jean Chrétien et ce qu'il qualifiera de période la plus productive de sa carrière. Nous avons entrepris depuis le 15 juillet des consultations dans toutes les provinces avec les chefs indiens de façon à avoir leur point de vue avant de réécrire la nouvelle loi des Indiens. Si la nouvelle politique sur les Indiens est rejetée par les Autochtones, Jean Chrétien, lui, bat des records de popularité et de longévité à ce ministère. Sa simplicité, sa manière de traiter d'égal à égal, son humour et son style plaisent aux Amérindiens. Je pense que la majorité des chefs indiens sont satisfaits du nouveau dialogue qu'ils ont. Le Nord, les parcs nationaux, les Indiens, c'était réellement prenant et j'ai aimé chaque minute dans ce ministère-là. Ses nombreuses visites dans le Grand Nord impressionnent Jean Chrétien. La beauté du paysage nordique, les fjords, les montagnes du Yukon et les lacs de sa Mauricie natale inspirent le ministre qui n'a pas de difficulté à convaincre le gouvernement d'établir 10 parcs nationaux, dont 2 au Québec, en Mauricie et en Gaspésie, ce qui ne fait pas l'unanimité. Un parc national en Mauricie, ça n'a pas empêché personne en Mauricie de continuer à parler la langue française. Et de toute façon, si les gars font leur maudite indépendance, on ne mettra pas ça dans un truck pour amener ça à Ottawa. Ça va rester là. C'est au cours de ces années qu'Aline et Jean Chrétien font discrètement une démarche qu'ils souhaitent garder privée. Ils adoptent un jeune autochtone d'Inuvik qu'ils nommeront Michel. Oui, Michel. Bien des années plus tard, Jean Chrétien, nouvellement élu chef du Parti libéral, accompagnera Michel devant les tribunaux lorsque celui-ci sera accusé d'agression sexuelle. La solidarité et la dignité de ce père de famille, connu d'un océan à l'autre, forcent l'admiration. En 1972, Pierre Trudeau déclenche des élections. Dans le comté de Saint-Maurice, les opposants à Jean Chrétien sont Antonio Genet, conservateur, et Guy Germain, créditiste. Or, tous deux sont des amis de Jean Chrétien, et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils ne mènent pas une campagne bien féroce contre le candidat libéral. D'ailleurs, c'est en voie de devenir une habitude dans Saint-Maurice. À l'élection précédente, en 1968, le même Guy Germain, maintenant créditiste, s'était porté candidat pour les conservateurs contre Jean Chrétien. Magouille. Jean Chrétien a toujours évité de s'en expliquer. C'est un gouvernement libéral minoritaire qui est élu et il ne tiendra pas longtemps le cap. De nouvelles élections sont déclenchées et c'est au sein d'un gouvernement libéral majoritaire cette fois que Jean Chrétien devient, en 1974, président du Conseil du Trésor. Il tient les cordons de la bourse si serrés qu'on l'appelle Dr. No. Ben là, c'est facile, c'est ainsi, parce que je dis non à tout le monde. Il s'attaque à la fonction publique. Grande décentralisation. 10 000 fonctionnaires dispersés aux 4 coins du Canada. Et Shawinigan se voit alors doté d'un centre de traitement des données fiscales. Nommé ministre de l'Industrie et du Commerce en 1976, il vole au secours des avionneries Canadair et De Havilland, malgré l'opposition. Je crois que ça deviendra le plus grand succès de l'aéronautique. Mon père aura 91 ans bientôt. Si les hommes d'affaires l'aiment bien, Jean Chrétien, fidèle à ses convictions, leur reproche de ne voir que leur intérêt immédiat, sans égard à l'intérêt national. Bref, de manquer de patriotisme. Quelques mois plus tard, le choc. Le Québec élit un gouvernement souverainiste. Oui, j'ai été surpris des résultats du Québec. Je ne pensais pas qu'il y aurait une aussi grande victoire du Parti québécois. Pour Jean Chrétien, le nationalisme québécois est la haine des autres et le patriotisme canadien est l'amour des siens. Il devient intolérant envers ceux qu'il appelle avec mépris les séparatistes. As I say with so great pleasure, a real frog. And I'm proud of it. Les anglophones rigolent, mais les Québécois, insultés, l'accusent de réduire le débat à des stéréotypes humiliants. But I'm not less a good Canadian for that.
Après la démission de Robert Bourassa, les troupes libérales du Québec se cherchent un chef. Jean Chrétien est de nouveau sollicité. Les pressions sont nombreuses. Il y a beaucoup de gens à travers la province qui me demandent de considérer la possibilité de venir œuvrer ici au Québec en me présentant au leadership du Parti libéral provincial. Je ne rejette pas cette proposition. Mais encore une fois, Jean Chrétien choisit Ottawa. J'ai jamais dit j'irais. Il convoite le ministère des Finances. Est-ce pour le récompenser? Et quant à moi, j'établis clairement qu'il va aux finances parce qu'il reste au fédéral. Pierre Trudeau réalise son grand rêve et lui confie ce ministère prestigieux. Une page d'histoire est tournée. Il est le premier francophone à occuper ce poste de premier plan. Si vous espérez que Jean Chrétien là, va changer parce qu'il est ministre des Finances, je ne changerai pas. J'ai toujours dit ce que je pensais dans tous les domaines, puis ça ne m'a pas empêché de faire mon travail. La tâche ne sera pas de tout repos et sa crédibilité sera soumise à rude épreuve. Il ne restera à ce ministère qu'1 an et 7 mois. Jean Chrétien s'embourbe rapidement, d'abord avec la taxe de vente. Il propose de la réduire. J'ai fait une nouvelle proposition plus large à mes collègues des provinces. Je leur ai offert de défrayer une réduction de 2 points de leur taxe de vente pendant 6 mois. Les provinces acceptent, mais à la dernière minute, Jacques Parizeau, ministre des Finances du Québec, change d'idée et réclame une compensation financière. Jean Chrétien soutient que Jacques Parizeau lui avait pourtant donné sa parole. Seulement, je dis que nous avons pris une position qui a été acceptée par les autres ministres des Finances. Que voulez-vous, il arrive après le fait. C'est comme je disais hier à Montréal, on joue au hockey, puis quand tous les joueurs sont rendus dans la chambre des joueurs à se déshabiller, le gars embarque seul sur la glace, puis il dit « j'ai scoré un but ». Pour éviter de perdre la face, Jean Chrétien envoie un chèque de 85 $ à chaque contribuable québécois. Mais dans l'opinion publique, c'est Jacques Parizeau qui est gagnant parce qu'il a éliminé la taxe de vente sur plusieurs produits. Puis, la crédibilité de Jean Chrétien est cette fois sérieusement amochée par le premier ministre lui-même. Pierre Trudeau annonce à la nation des compressions budgétaires. Nous réduirons les dépenses prévues par l'État d'une somme de 2 milliards de dollars. Jean Chrétien est humilié. Il dira qu'il aurait dû démissionner, mais qu'il n'a pas voulu le faire pour ne pas donner de munitions aux séparatistes. Pierre Trudeau s'excuse, mais le mal est fait. Aux élections générales de 79, c'est Joe Clark qui prend le pouvoir. Jean Chrétien se retrouve pour la première fois en 16 ans de carrière politique sur les bancs de l'opposition et devient critique des relations fédérales-provinciales. Quand, la même année, Trudeau démissionne, il rêve de le remplacer, mais ne le dit pas publiquement. Son rêve ne dure pas. Pierre Trudeau reprend du service dès la chute du gouvernement Clark, qui n'a tenu que 9 mois. Jean Chrétien n'est pas certain que Trudeau fait bien de revenir, mais il se rallie derrière lui sans hésiter. Et les libéraux sont reportés au pouvoir. Si Dieu me soit en aide. Parce que son caractère est d'être combatif, Jean Chrétien souhaite reprendre les finances et se refaire une crédibilité. Mais Pierre Trudeau, à la veille d'un référendum au Québec, voit les choses autrement. Il le nomme ministre de la Justice et lui confie la direction des forces fédéralistes dans la campagne référendaire de 80. Jean Chrétien avoue que ça lui fait peur et il sait qu'il ne sera pas facile de travailler avec Claude Ryan, le chef du non, qui ne verra pas nécessairement d'un bon œil cet envoyé de Pierre Trudeau. Sa fougue, sa passion, il les met au service de la cause. Parce qu'il faut arrêter cette gangrène qui est entrée dans notre société et qui a commencé par une élection sur de faux prétextes, en disant on va bien administrer, et on a commencé à parler d'indépendance. Maintenant, on dit votez au référendum, puis il va se passer rien. Mais il faut arrêter ça, cette ambiguïté. Pendant toute la campagne, Jean Chrétien martèle ses thèmes préférés ou perce déjà des préoccupations qui resteront les siennes jusqu'à la fin de sa carrière. Clarté de la question, majorité significative, conséquences redoutées de l'aventure séparatiste. Mais si le Québec laisse la Confédération, l'équilibre est rompu. Mais il n'hésite pas non plus à recourir aux armes de la peur, de l'intimidation. Ah, que voulez-vous? Il y en a qui nous accusent de prétendre que si le PQ fait l'indépendance, qu'ils vont être coupés. Ils ne seront pas coupés. Seulement, les gens seront payés plus en dollars du Canada. Ils vont être payés en PQ.
en piastres du Québec. Alors, au lieu d'avoir la face de la reine, on aura probablement la face de Lise Payette. Le soir du référendum, Jean Chrétien dira avoir éprouvé de la compassion pour ses compatriotes déçus. Il faut que ça passe. Oui, non, que ça casse. On ne peut pas continuer à ce traumatisme qui ronge la société depuis 12 ans. S'il est éclipsé par Claude Ryan, qui occupe toute la place du vainqueur à l'auditorium de Verdun ce soir-là, il est, le lendemain, accueilli en héros à la Chambre des communes. Le député de Saint-Maurice s'est acquitté de cette tâche d'organisation avec une vigueur exceptionnelle. Mais la tâche n'est pas finie. Pierre Trudeau le presse. Il a promis des changements constitutionnels. Il faut maintenant rapatrier la Constitution et lui assortir une charte des droits. Dès le lendemain du référendum, Chrétien est envoyé sur le front des provinces. Sa mission, convaincre. Infatigable, Jean Chrétien entreprend les consultations. J'ai trouvé le premier ministre Laïd et son ministre très positif. De plus en plus, on voit en lui l'exécuteur des œuvres de Trudeau, celui qui, envers et contre tous, quelle que soit la difficulté, livre toujours la marchandise. Je l'ai dit aux provinces, on va la rapatrier, la Constitution. Ça, c'est clair et net. Les négociations sont pénibles. 8 provinces, dont le Québec, font front commun et s'opposent au plan Trudeau. Finalement, lors de la conférence constitutionnelle de novembre 81, un projet d'entente est concocté par Jean Chrétien, Roy Romano de la Saskatchewan et Roy McMurtry de l'Ontario. Ce projet fera le tour des délégations provinciales, mais ne sera présenté à celle du Québec que le lendemain, comme un fait accompli. Nuit des longs couteaux, diront certains. Faux, soutient Jean Chrétien. René Lévesque n'aurait jamais rien accepté de toute façon. Personne ne veut d'une constitution ni d'une charte qui serait née dans la division et l'inconstitutionnalité. Mission accomplie donc pour Jean Chrétien. Pierre Trudeau lui dit en riant « Quand je pense que Lévesque et Morin pensent que tu n'es pas assez instruit. » Que voulez-vous, c'était quelque chose de nécessaire. Ça faisait 54 ans qu'on essayait d'aboutir à ça. Et au surplus, en plus de faire le rapatriement et que nous ayons de formule d'amendement, nous avons une charte des droits et je pense que c'est une journée très importante. Mais ce rapatriement sans le Québec sera toujours pour Jean Chrétien ce que lui reprochera amèrement une partie de l'électorat québécois. En 82, Jean Chrétien devient ministre de l'Énergie, invité par Pierre Trudeau à réparer les pots cassés par Mac Lalonde avec sa politique énergétique. Les gens de l'Ouest aimeront davantage le nouveau ministre de l'Énergie que la politique à peine adoucie qu'il préconise. Belle journée, vous trouvez pas? Une bonne journée pour démissionner? Pierre Trudeau s'en va. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant, M. Trudeau? Eh bien, je vais rester premier ministre jusqu'à la Convention. On n'a pas été un collègue avec M. Trudeau pendant 17 ans au cabinet sans penser que ce sera un trou énorme à remplir. Si vous y pensez sérieusement... Jean Chrétien envisage sérieusement de poser sa candidature malgré le principe de l'alternance qui veut que ce soit le tour d'un anglophone, donc de John Turner. Dans notre pays, ce système démocratique qui nous permet et qui oblige chacun des personnes qui veut devenir le chef de son parti de se promener pendant des mois pour convaincre des gens élus qu'il est le meilleur, c'est très sain. Il compte sur son expérience, ses nombreuses années de service, le sentiment d'être un candidat proche du vrai monde, sa facilité à rallier les gens. Et je sais que le travail de premier ministre d'un pays, c'est pas une sinécure. Ses amis tentent de le dissuader. On lui dit qu'il sortira de cette campagne humilié et blessé. Mais Jean Chrétien décide qu'il se porte candidat. Quand on lui demande pourquoi il se présente à la direction du parti, il répond sans broncher « Parce que je connais John Turner ». Ce sera une expérience amère pour lui de constater que ceux qui, hier, lui promettaient leur appui, le lâchent. Ben, voyez là, on y va, hein? Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. John Turner est le nouveau chef du Parti libéral du Canada. Il dira d'eux que ce n'est pas parce qu'ils aiment Turner qu'ils vont vers lui, mais parce qu'ils aiment le pouvoir. But there could be only one winner, and I'm not the one. But I would like... Mais si la magie fonctionne toujours avec les militants,
Jean Chrétien est profondément meurtri. Il n'acceptera jamais vraiment cette défaite. J'ai été blessé, mais je n'ai pas été assassiné. Je vais m'arrêter, je vais me reposer et je vais recommencer la bataille. La situation est difficile pour les deux hommes, mais intenable pour le parti. Jean Chrétien s'est rallié, mais du bout des lèvres. Lui qui disait de lui-même qu'il se relevait toujours après avoir été piétiné, ne semble plus vouloir reprendre la route. Bientôt, on commencera à chuchoter que Jean Chrétien est un mauvais perdant et un mauvais démocrate qui ne prend pas acte de la décision de son parti. J'ai décidé de rester en politique et de servir dans le cabinet de M. Turner. Nous avons eu plusieurs réunions et ils ont toujours été extrêmement amicales. En 1984, les libéraux sont balayés. John Turner est écrasé par Brian Mulroney. Jean Chrétien, qui au lendemain de l'élection a déclaré qu'il aurait fait mieux que John Turner, traîne son ennui sur les bancs de l'opposition. Les observateurs le somment de se rallier totalement à Turner ou de quitter la politique. Au lieu de cela, il écrit un livre, Dans la fosse aux lions. C'est pas mal, hein? Le succès est énorme. On l'accuse alors de mener une campagne larvée contre John Turner, manœuvre qu'on trouve aussi inélégante que suicidaire. Jean Chrétien répond qu'il n'y a pas de mal à vendre des livres et qu'il ne peut empêcher les médias de parler de lui. Bien, j'aime autant quitter et être encore populaire. Je dis parfois que c'est aussi dur en politique de savoir quand quitter que de savoir quand entrer. Mais le 27 février 1986, après 23 années de politique active, Jean Chrétien démissionne. Je quitte donc la vie politique avec le sentiment du devoir accompli. La presse salue cette décision qui a le mérite de mettre fin au malaise. Mais en annonçant sa démission, Jean Chrétien laisse déjà planer l'hypothèse d'un éventuel retour. Comme s'il reculait pour mieux sauter. Comme si celui qui se relevait toujours après avoir été piétiné avait trouvé la manière de mieux rebondir. Moi, j'ai pas l'intention de revenir, mais j'ai dit aussi, il ne faut pas dire, Fontaine, je ne boirai jamais de ton eau. I'm not a Tory, as you know, so I never made any political promises. Il retrouve alors ses premières amours, le droit. Conférencier recherché, il profite de toutes les tribunes, histoire de s'assurer que les Canadiens ne l'oublient pas. Il voyage beaucoup et redécouvre le Québec, sa culture, Félix-Antoine Savard, un Québec quitté il y a 23 ans et qu'il ne voyait plus qu'à travers les chambres d'hôtel. C'est mon ami. À l'occasion, il donne un coup de main à une amie comme Sharon Carstairs du Manitoba ou au candidat libéral de son ancien comté. Je demande à tous les libéraux de se rallier derrière le parti, de se rallier derrière tous les candidats, de se rallier derrière le chef du parti et de maintenir l'institution qui est essentielle dans le pays comme dans le comté. En 1989, John Turner démissionne. Jean Chrétien est comme le sprinter fébrile sur la ligne de départ. Cette fois, la règle de l'alternance le favorise. Ce sera au tour d'un francophone d'être chef. Ses partisans disent qu'il faudrait qu'il se fasse frapper par un autobus pour manquer son coup. This leadership campaign marks the beginning of the end for the Mulroney government. Et Jean Chrétien se présente maintenant comme un homme mûr, affranchi de l'ancien régime Trudeau. À l'heure où tout le pays débat de l'accord de Meach proposé par Mulroney, Jean Chrétien a des réserves face à cette entente. Ses adversaires ont beau lui reprocher d'être trop âgé, d'être l'homme du passé, d'être un handicap au Québec, de ne pas avoir de nouvelles idées, c'est haut la main qu'il remporte la victoire. Il est élu au premier tour avec 57 % des voix. Dans les heures qui suivent, Jean Chrétien donne l'accolade à Clyde Wells, perçu comme le tombeur des accords du lac Meach. Jean Chrétien soutient toujours qu'il remerciait Clyde Wells de l'avoir appuyé, mais l'image ne fera rien pour rehausser sa popularité au Québec. Il se fait élire lors d'une élection complémentaire au Nouveau-Brunswick, lui qui avait reproché à Brian Mulroney de se réfugier en Nouvelle-Écosse. Le but est de nous assurer
qu'il y a suffisamment de richesses nationales. Il en profitera pour revigorer le programme libéral. Un grand colloque de 3 jours permet d'écrire ce qui deviendra le fameux livre rouge. Et quand nous reviendrons dans 5 ans avec mes députés, qu'on sera ici aux Trois-Rivières, ou au Cap-de-la-Madeleine, à Shawinigan, à Berthier ou ailleurs, dans le coin, vous pourrez nous demander clairement vos promesses, M. Chrétien, et vous, Mme Bélanger, et les autres candidats. Ils sont ici, là, à la page 111. Les avez-vous remplis? On les aura remplis. Parce que nous, on n'est pas des conservateurs. Le 24 février 1993, Brian Mulroney démissionne. Jean Chrétien n'a pas trop de mal à affronter une Kim Campbell peu expérimentée. Moi, j'ai jamais dit à mes professeurs que je deviendrais premier ministre du Canada. J'ai pas d'engagement avec le destin. Puis je pense pas de devenir premier ministre, puis j'ai pas cette ambition-là. Et ce livre-là, il va nous suivre partout. En campagne électorale, les promesses du Livre rouge sont un succès. Jean Chrétien s'engage à revoir quelques-unes des décisions les plus impopulaires des conservateurs. L'aéroport Pearson, les contrats d'hélicoptères et surtout la TPS. J'ai décidé, moi, de remplacer la TPS par une taxe qui sera plus efficace. La TPS, c'est la taxe la plus inefficace qui soit. Et la Constitution, impossible de l'éviter. Une victoire facile pour les libéraux en 93, mais aussi le terme du long parcours d'un homme ambitieux qui arrive enfin là où il le voulait. Jamais, depuis les Subby Pearson, un premier ministre n'a accédé au poste avec un tel bagage d'expérience. Ses premiers mots de premier ministre du Canada, c'est aux Québécois qu'il les adresse. Le temps est venu de travailler ensemble pour remettre le pays sur la bonne voie. Mais au Québec, Jacques Parizeau annonce un autre référendum. Jean Chrétien donne l'impression de ne pas s'inquiéter, ce qui rassure le Canada anglais. Aux communes, il s'amuse à croiser le fer avec Lucien Bouchard, chef du Bloc québécois. Soyez donc honnêtes. Dites donc aux Québécois, comme vous avez dit aux Américains, nous sommes des séparatistes, puis vous allez en manger une belle. Sur le terrain, ces interventions sont peu nombreuses et prévisibles. Mais quand Lucien Bouchard prend la relève de Jacques Parizeau pour donner un nouveau souffle à la campagne du oui, Jean Chrétien réalise que le tapis lui glisse sous les pieds. À Verdun, en fin de campagne, il tente de sauver l'essentiel. Un nom ne signifie qu'une chose, le rejet du projet séparatiste de démanteler le Canada. Un geste aux conséquences incalculables. Les dernières heures de la campagne sont angoissantes. Le Rassemblement de Montréal témoigne de l'inquiétude des fédéralistes. Merci, citoyens du Canada, qui avez voyagé pour venir donner la main aux Québécois aujourd'hui. Les lendemains sont douloureux. Ils sont nombreux à reprocher au premier ministre d'être passé à un cheveu de perdre le Canada. Les critiques se multiplient. La magie abandonne Jean Chrétien. Son univers doré bascule. Une nuit, un intrus, armé d'un couteau, entre au 24 Sussex, se moquant des policiers de la GRC. Il se rend jusqu'à la porte de la chambre à coucher. La rapidité d'esprit d'Aline Chrétien fait la différence. Puis, le jour de la fête du drapeau, il se retrouve au centre de manifestants opposés au changement à l'assurance-emploi. Jean Chrétien empoigne violemment l'un d'eux, Bill Clennett, et le projette au sol. Tellement, j'ai vu quelqu'un qui était sur moi et qui criait, et je l'ai tassé. Les résultats du référendum continuent de le hanter. Qu'une motion sera déposée à la Chambre des communes reconnaissant que le Québec constitue, au sein du Canada, une société distincte. Il fait adopter aux communes une résolution sur la société distincte et le veto, mais surtout, il recrute un jeune universitaire, Stéphane Dion, qui deviendra l'architecte de la ligne dure à l'endroit des indépendantistes. On dirait que Jean Chrétien ne veut plus jamais revivre un autre référendum. Scène internationale, Jean Chrétien fait ses premiers pas au sommet du G7 à Halifax. C'est là qu'il commence à se lier d'amitié avec le président Bill Clinton des États-Unis.
Lui qui avait reproché à Brian Mulroney sa trop grande familiarité avec les Reagan et les Bush, le voilà partenaire de golf du président. En avril 1997, Jean Chrétien sollicite un deuxième mandat. Les autres partis ne semblent pas faire le poids. Le Parti libéral apparaît comme le seul parti véritablement national et les quelques gaffes de Jean Chrétien restent sans conséquence. Pourquoi acheter des carabines à répétition, des armements nucléaires pour s'amuser? C'est dangereux. Et quand c'est dans la maison, il peut y avoir un enfant qui se sert de ça. Mais dans son comté, toutefois, la lutte est autrement plus âpre. Son vieil ennemi, Yves Duhem, est revenu l'affronter sous la bannière du Bloc québécois. C'est une bataille de tous les instants. Les journaux annoncent même la défaite de Jean Chrétien. De généreuses subventions sont versées à des entreprises de sa circonscription, ce qui sera rudement questionné quand sera mis à jour, 2 ans plus tard, le scandale des subventions accordées par le ministère des Ressources humaines. Pour Jean Chrétien, qui avait fait de l'intégrité de son gouvernement une marque de commerce, le coup sera rude, très rude. Pendant des mois, le scandale fera la manchette. Mme Stewart, est-ce qu'elle a encore votre confiance? Oui, elle a ma confiance. Jean Chrétien et Mme Chrétien. Jean Chrétien est réélu avec une majorité réduite. Il entame donc son deuxième mandat, et si les politiques libérales ne semblent pas susciter trop de mécontentement, c'est Jean Chrétien qui déçoit. Sa bonne étoile pâlit. Les déclarations maladroites, les manifestations d'autorité, d'insensibilité se succèdent et sa popularité s'en ressent. Le sommet de la PEC, tenu en novembre 1997 à Vancouver, le hantera pendant quelques années. Il est soupçonné d'avoir ordonné aux policiers de mater les manifestants opposés à la venue de dictateurs ou de chefs d'État peu respectueux des droits de la personne. Au lieu de prendre un bat de baseball ou d'autres choses, maintenant, ils essaient d'avoir des méthodes plus civilisées. Jean Chrétien traite l'affaire avec ironie. For me, pepper, I put it on my plate. Pourtant, en août 2001, les conclusions d'une enquête blâment sévèrement le comportement violent de la GRC et dénoncent une implication inconvenante du gouvernement fédéral. Êtes-vous tanné d'entendre parler de constitution et de référendum et de séparation? Mais comme un chat qui retombe sur ses pattes, Jean Chrétien décide d'un renvoi à la Cour suprême sur la légalité d'une déclaration unilatérale de souveraineté du Québec. La Cour suprême rend, en l'espèce, un jugement nuancé. Canada is my business, sir. And it is the future of Canada. Jean Chrétien s'autorisera du jugement pour déposer sa loi sur la clarté référendaire, comme pour chasser le spectre de la tenue de tout autre référendum. Au printemps 2000, Jean Chrétien inquiète ses partisans. Premier ministre canadien à effectuer une visite en Israël, il trouve le moyen de mécontenter Juifs et Arabes par ses déclarations inappropriées sur l'indépendance de la Palestine et la propriété du lac Tibériade. Le lac de Tibériade est sous le contrôle du gouvernement, du peuple d'Israël, et je trouve qu'ils ont raison de vouloir le garder. Des problèmes administratifs de cette nature-là existent tout le temps. À l'automne 2000, alors que son gouvernement se débat encore avec le scandale des subventions versées par le ministère des Ressources humaines, Jean Chrétien déclenche des élections pour 2 raisons. Forcer Paul Martin et ses partisans à rentrer dans le rang et couper l'herbe sous le pied de l'Alliance canadienne et de son nouveau chef, Stockwell Day, perçu comme une étoile montante. Officiellement, toutefois, Jean Chrétien veut faire porter le débat électoral sur les valeurs chères aux Canadiens. Investir dans l'économie, mais aussi dans la santé et les programmes sociaux. Il obtiendra une 3e majorité consécutive et du même coup une place assurée dans les livres d'histoire. Mais bien vite, les accusations refont surface. Jean Chrétien est forcé d'expliquer sa propre conduite dans l'affaire de l'auberge Grand-Mère. Le 1er novembre 1993, j'ai vendu mes parts. Il a téléphoné au président de la Banque fédérale de développement pour que celui-ci accorde un prêt de plus de 6 millions à l'auberge, alors qu'elle appartenait à un homme d'affaires qui lui devait de l'argent. Le député de Saint-Maurice, c'est le député de Saint-Maurice. Il doit faire son travail comme député de Saint-Maurice.
L'affaire traîne en longueur. Les détracteurs ne lâchent pas. Jean Chrétien a beau plaider qu'il n'a fait que son travail, son discours populiste, ses vieilles méthodes, ne passent plus. Jean Chrétien est sur une mauvaise pente. On s'interroge désormais sur ses performances, ses capacités. A-t-il toujours le même flair politique? Est-il un homme fatigué, usé? Devrait-il démissionner? Personne ne fait mystère de qui pourrait lui succéder. Paul Martin, le ministre des Finances. Du reste, au sein même de son caucus, ceux qui rêvent de Paul Martin se font de moins en moins discrets. Alors que le gouvernement semble reprendre un rythme de croisière, l'année 2002 commence par un coup de tonnerre. Alfonso Galliano, bras droit et confident de Jean Chrétien, ministre des Travaux publics, est accusé de favoritisme et d'ingérence. Il n'a absolument rien à me reprocher, Monsieur le Président. Responsable du programme des commandites, il aurait accordé à Groupe Action 1,5 million de dollars pour la production de 3 rapports quasi identiques. Alfonso Galliano est évincé du cabinet et nommé ambassadeur au Danemark. C'est très rare qu'on puisse envoyer un homme de qualité comme celui-là, ambassadeur à l'étranger. Mais c'est bientôt un torrent d'accusations qui s'abat sur les ministres. Une demi-douzaine sont impliqués et l'image de gestionnaire intègre qui lui était si chère vole en éclats. Donc, j'ai tout dit ce que j'avais à dire. Au sein du cabinet, désormais, plus personne ne semble à l'abri. Le programme de commandite est un scandale qui semble en voie d'éclabousser tout le monde. Et bien que soit démontré favoritisme et surfacturation, Jean Chrétien n'en défend pas moins l'utilité du programme destiné à faire la promotion du Canada. And I will not apologize to anybody that I go there and defend my country. Mais ce n'est pas tout. À peine le dernier cabinet est-il formé que le ministre de la Justice, Martin Cauchon, et son prédécesseur, Allen Rock, doivent essayer d'expliquer l'incroyable incurie qui a fait en sorte que le programme de contrôle des armes à feu a en fait englouti plus d'1 milliard de dollars de fonds publics. Enfin, une autre tuile tombe sur la tête de Jean Chrétien, et dans un tout autre domaine. Depuis les attentats du 11 septembre, si les relations entre le Canada et les États-Unis sont officiellement aussi étroites que sereines, les irritants n'ont en fait pas manqué sur des questions comme la sécurité du territoire ou les politiques d'immigration. C'est dans ce contexte déjà tendu que Françoise Ducrot, directrice des communications de Jean Chrétien, qualifie le président Bush de moron dans le cadre d'une conversation privée avec un journaliste à l'occasion du sommet de l'OTAN à Prague. La déclaration est rendue publique. Les médias canadiens comme américains s'emparent de la nouvelle. Jean Chrétien croit judicieux de s'expliquer. Mais le mal est fait et après l'avoir d'abord refusé, le premier ministre, compte tenu du tollé, est bien forcé d'accepter la démission de sa collaboratrice. Jean Chrétien ressemble maintenant à un vieux lion fatigué, critiqué par les siens, forcé de remanier son cabinet 4 fois, profondément irrité par les scandales, il perd souvent patience. De l'impatience, il passe aux menaces à l'endroit de ses députés. Il soupçonne que toutes ces révélations sur les conflits d'intérêts sont faites aux journalistes par des députés qui appuient Paul Martin et il demande tout simplement aux journalistes de lui désigner les coupables. If you want to have a good story, give me the names of the guys who are leaking to you. Exacerbé, il s'accroche au pouvoir, lutte et tente de reprendre le contrôle de son parti. Je reste jusqu'à la fin de mon terme. Jean Chrétien, qui était un leader naturel, donne maintenant l'impression d'un homme qui ne s'impose plus que par opiniâtreté, avec le seul argument de l'autorité. Il ordonne au ministre de cesser toute course à sa succession et déclare même que ceux qui lui désobéiront seront chassés du cabinet. Paul Martin le défie. I'm obviously going to have to reflect on my options. Jean Chrétien n'a donc plus le choix. Il congédie son rival. Mais le départ de Paul Martin du cabinet déclenche une rébellion. Devant son caucus, il annonce qu'il prend sa retraite en février 2004 pour éviter le vote de confiance sur son leadership qu'il était destiné à perdre. Il sauve la face, mais c'est à peu près tout. Je ne me représenterai pas. Je remplirai mon mandat et me consacrerai entièrement à gouverner jusqu'en février 2004. All those in favor of the motion will please rise. Abcès crevé? Non.
C'est même pire. La crise culmine et éclate au grand jour lors d'un vote aux communes sur le mode d'élection des présidents des comités de la Chambre. 56 des libéraux menés par Paul Martin décident de voter avec les partis d'opposition. La gifle est retentissante. Et pour Jean Chrétien, c'est sans doute la pire des humiliations. Dans les mois suivants, la tension baisse un peu, mais la relation entre les deux hommes ne s'améliore pas. La confusion règne. C'est tout à fait naturel que les députés, les membres du caucus veulent se rencontrer pour discuter. Paul Martin se conduit comme un premier ministre. Il multiplie les activités. Jean Chrétien en est agacé. Le gouvernement est ici, hein? C'est moi qui prends une décision, et un jour, il y en aura un autre. C'est pas plus compliqué que ça. Puis, en mars 2003, nouveau pied de nez aux Américains. Jean Chrétien refuse d'engager le Canada dans la guerre en Irak. Dans la tradition des Pierre Trudeau et Lester B. Pearson, Jean Chrétien fait donc faux bond aux Américains et aux Britanniques, soutenant que la résolution des Nations unies ne justifie pas une intervention contre le régime de Saddam Hussein. Ce n'est pas justifié. Si ça avait été justifié, supporté par une résolution du Conseil de sécurité, nous aurions dit oui. La décision lui permettra d'atteindre des sommets de popularité inégalés au Québec, où même ses vieux ennemis, comme Pierre Bourgault, le félicitent d'avoir agi ainsi. Après 3 mandats, le bilan législatif de Jean Chrétien est mince. Avant de partir, il soumettra un projet de loi visant à assainir le financement des partis politiques. Il ouvrira la porte à la décriminalisation de la marijuana et, dans un geste courageux pour un homme de sa génération, il proposera de légaliser les mariages entre conjoints du même sexe. Fin de parcours donc pour le petit gars de Shawinigan qui n'a jamais renié ses origines. Moi, quand on m'appelle le petit gars de la baie Shawinigan, ça me gêne pas du tout. Je suis très fier de ça, parce que c'est un petit gars qui vient de la Mauricie et qui reste fier de ses origines. Et qui, tout au long de sa carrière tumultueuse, est resté fidèle à ses principes, à son style. Il n'a jamais été un intellectuel et n'avait pas beaucoup de temps pour les grandes discussions. Sa vision reposait essentiellement sur les valeurs comme l'égalité et le patriotisme. Mais avant tout, un sens inné de la politique aura permis à Jean Chrétien de survivre pendant 40 ans.